Bon, chers amis, chers camarades, on va donc commencer ce forum aujourd'hui. Alors il prend tout son sens puisqu'on est encore en grève et on est bien content de l'être. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole après les avoir présentés. Donc il y a Monique qui travaille à Gare du Nord et Nicolas. Essayer de ne pas me mêler dans le fil. C'est donc le pacte ferroviaire contre lequel se battent les cheminots fait partie de l'attaque générale que mène le patronat et le gouvernement à son service contre l'ensemble des travailleurs. Cette attaque dure depuis des années et vise à supprimer progressivement toutes les règles pouvant donner quelques droits et quelques protections aux travailleurs. Les mesures proposées par Macron sont donc dans la continuité d'une politique menée depuis des années par Hollande, Sarkozy et bien d'autres. Mais en décidant la suppression du statut, Macron lance une offensive frontale contre les cheminots qu'il n'est pas certain de gagner. Le patronat lui sera reconnaissant de cette initiative si Macron réussit son coup. Mais si les cheminots le contraignent, comme ils ont contraint Juppé en 1995 à reculer, ce sera un échec de sa politique que le patronat saura lui reprocher. Car un échec de Macron signifiera un encouragement pour tous les travailleurs à refuser les attaques répétées dans tous les secteurs de la part du patronat. Ce sera un encouragement à relever la tête partout. Et c'est en ce sens que le mouvement dans lequel nous sommes engagés est important et d'ores et déjà un succès, car la grève dure, tient bon, malgré des hauts et des bas, comme dans tout mouvement, et surtout, elle n'est pas corporatiste. Les cheminots en grève sont conscients que leur lutte concerne tous les travailleurs. Ils agissent pour s'adresser à d'autres travailleurs, leur donnent la parole dans leurs AG et souhaitent bien sûr être rejoints dans la lutte. Le pacte ferroviaire prévoit l'ouverture à la concurrence de lignes exploitées par la SNCF. Les cheminots seraient transférés dans les entreprises privées qui reprendraient la gestion de ces lignes. Ceux qui n'accepteraient pas d'être transférés n'auraient droit qu'à une seule proposition de mutation et seraient licenciés en cas de refus. Il est également prévu qu'à partir de 2020, plus aucune embauche ne se fasse au statut. Enfin, la SNCF est priée de se réorganiser afin de réaliser des gains importants de productivité et doit être transformée en société anonyme. Le pacte vise à faire de nous des salariés transférables dans le privé ou licenciables et ne se sentant plus protégés par un statut. Avec la suppression de ce statut, les cheminots peuvent craindre de perdre leur emploi. On voudrait nous mettre en situation d'accepter d'importantes dégradations de nos conditions de travail et de salaire. À l'annonce du rapport Spinetta le 15 février, puis du pacte ferroviaire le 26 février, et dès que les militants en ont révélé le contenu, les cheminots se sont montrés conscients de l'ampleur de l'attaque. Pour beaucoup, il n'était pas possible de laisser faire sans réagir. Les conséquences d'une telle attaque étaient bien trop graves. Certains disaient qu'il fallait faire un nouveau 95 et ils s'y préparaient. Le déferlement quotidien de calomnies sur nos prétendus privilèges a fini de souder les cheminots et a donné envie de réagir ensemble. Chacun s'est senti attaqué sur son avenir proche, mais aussi en tant que cheminot. Mais alors que ce sentiment était fort, cela n'a pas déclenché une réaction corporatiste. Les cheminots étaient conscients que c'était l'ensemble des travailleurs qui étaient attaqués à travers eux et que cela leur donnait une responsabilité. L'ensemble des syndicats se sont ralliés à la manifestation nationale appelée par la CGT le 22 mars. Partout, les cheminots se préparaient à cette journée de grève et s'attendaient à une très forte mobilisation. La CGT n'avait pas déposé de préavis de grève nationale, mais la manifestation du 22 mars fut effectivement une réussite. Dans de nombreux ateliers, gares et chantiers, les assemblées générales qui ont précédé la manifestation furent particulièrement nombreuses. Ce qui fut inhabituel aussi est le nombre de maîtrises et cadres qui se sont mis en grève, et même parmi les cadres non grévistes, certains avaient fait savoir qu'ils refuseraient de remplacer les grévistes, notamment pour conduire des trains. Peu de jours avant cette journée,
les directions syndicales réunies à l'initiative de la CGT avaient décidé de lancer un calendrier de grève de 2 jours sur 5. Sudrail, de son côté, déposait un préavis national de grève reconductible à partir du 3 avril. Les réactions furent diverses et dépendaient en partie de la présence et de l'influence plus ou moins forte des syndicats dans les secteurs. Mais c'est malgré tout le calendrier CGT qui s'est imposé, Sud n'ayant ni le poids ni le crédit pour impulser une grève reconductible. Aucun secteur n'a réussi à démarrer un vrai mouvement reconductible et à y entraîner les autres. L'ampleur de l'attaque lancée contre les cheminots et la volonté de la faire passer par ordonnance, et donc sans même faire semblant de négocier, ne pouvaient être ressenties que comme une provocation par les directions syndicales qui n'ont pas supporté que Macron puisse les ignorer de la sorte. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Laurent Berger, le secrétaire de la CFDT, « Attention au chamboule-tout décidé par la précipitation et sans réel dialogue. Si on nous piétine, il ne faudra pas ensuite venir nous chercher pour éteindre l'incendie. » Cela n'a rien changé dans la façon de faire du gouvernement, et c'est par les médias que les syndicats ont appris que celui-ci avait décidé de filialiser le fret et de supprimer le statut à partir de janvier 2020. C'était d'autant plus insupportable pour eux que la veille, ils avaient été reçus par la ministre des Transports qui ne leur en avait même pas parlé. Mais justement, si Macron a choisi de passer par ordonnance alors que le vote des députés et sénateurs lui était acquis, c'était pour signifier aux syndicats qu'ils n'avaient pas besoin d'eux et que la loi passerait telle qu'elle est écrite, quoi qu'il fasse. Il n'a même pas cherché à diviser le front uni des syndicats qui s'est constitué dès le début. En s'attaquant ainsi à un secteur réputé pour sa combativité, en poussant les syndicats les plus modérés à être dans la grève, il veut faire la démonstration de sa détermination et de sa capacité à faire passer les réformes que d'autres avant lui n'ont pas menées jusqu'au bout. Il veut montrer au grand patronat qu'il a eu raison de lui faire confiance, à condition qu'il réussisse. Les syndicats n'ont donc pas eu d'autre choix que de se lancer dans une grève, d'autant plus que le rejet du pacte par les cheminots était important. Je voudrais ici souligner la différence entre les intérêts des appareils syndicaux, des directions syndicales, et les intérêts des travailleurs. Les cheminots défendent leur peau. Le mécontentement est fort à la mesure des attaques que nous subissons. Dans cette grève, nous avons à défendre nos intérêts jusqu'au bout, en recherchant des moyens efficaces si nous voulons préserver nos conditions de travail et de vie. Par contre, les appareils syndicaux, et là je parle des militants de base qui animent la grève et militent pour elle, mais je ne parle pas d'eux, justement, je ne parle pas des militants de base qui animent la grève et militent pour elle, mais bien des appareils syndicaux. Donc ces appareils syndicaux défendent leurs intérêts d'appareil en s'appuyant sur le mécontentement et la mobilisation des cheminots. Il faut en être conscient, car cela explique la forme de la grève, le refus aussi des directions syndicales, et en particulier de la plus puissante d'entre elles, la CGT, de prendre certaines initiatives, comme de faire une entorse au calendrier pour appeler à la grève le 22 mai, afin de se joindre et renforcer la manifestation des fonctionnaires. L'organisation de la manifestation parisienne du 22 mars l'a également illustré avant même le démarrage véritable du mouvement. Il n'était pas question de faire manifester au coude à coude les cheminots et la fonction publique. Il a donc été décidé de faire 2 cortèges sur 2 parcours différents. La perspective de mettre trop de monde ensemble dans la rue inquiétait visiblement les organisateurs de la manifestation. Martinez, le secrétaire national de la CGT, qui espérait sans doute encore être entendu par le gouvernement, a commencé par déclarer qu'il fallait d'abord se laisser le temps de voir si les négociations avec le gouvernement allaient dans le bon sens avant de lancer la grève. Mais aujourd'hui encore, il revendique avec tous les autres syndicats discussion et négociation, alors que Borne, Philippe, Pépi et les autres ont dit catégoriquement qu'il n'y avait rien à discuter sinon des babioles. Tous les syndicats, sans exception, réclament des négociations, critiquant le passage en force par ordonnance et mettant en avant la reprise de la dette par l'État. Ceci n'est pourtant pas une revendication des cheminots. Cette dette n'est pas la nôtre, nous n'en sommes pas responsables, que l'État la reprenne ou pas ne change rien à notre sort. Laurent Brun, le secrétaire de la Fédération CGT des cheminots, a été présenté son rapport sur le développement du service public ferroviaire à Matignon.
Peut-on imaginer une seconde que le gouvernement pourrait tenir compte de son avis pour réformer la SNCF? Tout cela illustre le fait que les syndicats s'appuient de façon générale sur le mécontentement des travailleurs, mais qu'ils tiennent à l'encadrer, à le canaliser, avec des préoccupations d'appareil qui sont les leurs, mais qui ne sont ni celles des grévistes, ni les nôtres. Dès le départ, appeler à 36 jours de grève sur 3 mois était une façon de suivre le calendrier du gouvernement jusqu'à la signature des ordonnances prévues fin juin. Mais le rôle d'une direction syndicale ne devrait pas être d'égrener des jours de grève tout au long d'une stratégie décidée par le gouvernement. Il devrait être de tout mettre en œuvre pour stopper le projet du gouvernement en renforçant le camp des travailleurs et non d'accompagner tout le processus législatif. Les directions syndicales ayant refusé de continuer à discuter avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le Premier ministre a fini par accepter de recevoir les organisations syndicales le 7 mai, mais séparément, manœuvrant pour tenter de fissurer le front syndical. Ces rencontres n'ont évidemment rien donné. Le Premier ministre avait annoncé à l'avance qu'il n'accepterait pas de revenir sur la fin du statut, la transformation de la SNCF en société anonyme et l'ouverture à la concurrence. La CFDT et l'UNSA ont tout de même accepté un rendez-vous avec la ministre des Transports dans les jours suivants pour présenter des amendements sur le pacte ferroviaire, ce qui est déjà une façon de dire clairement qu'ils acceptent le pacte. Les fédérations avaient tenté de faire pression sur le gouvernement en appelant à une journée sans cheminots le 14 mai. Cette journée a été un succès et un véritable camouflet pour le gouvernement. Il a montré que la mobilisation ne faiblissait pas, que la grève tenait bon, envers et contre tous les commentaires sur son effritement. L'ensemble des directions syndicales sont ensuite tombées d'accord pour lancer une consultation des cheminots. Le succès du référendum à Air France leur en ayant probablement soufflé l'idée. Le vote action propose que les cheminots se prononcent pour ou contre le pacte ferroviaire. Certes, ce n'est pas là ce que l'on peut appeler une action qui accentue la pression sur le gouvernement. Elle peut au moins permettre aux grévistes de s'adresser aux non-grévistes et à ces derniers de s'exprimer d'exprimer aussi leur opposition au pacte ferroviaire. Quoi qu'il en soit, les grévistes ont déjà montré qu'ils rejetaient massivement le pacte ferroviaire et c'est la grève qui, en s'élargissant, en entraînant d'autres cheminots et d'autres travailleurs, sera déterminante dans l'épreuve de force engagée. La direction du mouvement appartient depuis le début et jusqu'à aujourd'hui aux directions syndicales. Évidemment, nous savons bien qu'il n'y a pas de bouton magique pour déclencher la grève qui serait décisive pour gagner. Les obstacles ne peuvent être surmontés que par la mobilisation consciente des travailleurs. C'est pour cela que nous cherchons toujours à nous adresser à la conscience des travailleurs, que nous essayons de faire en sorte que les travailleurs participent le plus possible à la grève, décident de sa forme et progressent dans la compréhension des événements. Nous sommes convaincus que c'est de la base que doivent venir les initiatives dans les grèves et qu'elles ne doivent pas être décrétées par en haut. La bataille se joue aussi vis-à-vis des usagers. Macron a pensé qu'il avait gagné la bataille de l'opinion, mais pour nous, la seule opinion qui compte, c'est l'opinion ouvrière. Et que ce soit lors des diffusions de tracts aux usagers ou lors d'opérations à des péages, nous avons pu constater le très bon accueil rencontré. Il est tout aussi important que les travailleurs ne se sentent pas seulement solidaires de notre grève, mais qu'ils sentent que c'est aussi la leur, qu'ils se retrouvent dans notre grève en sentant que nous avons les mêmes problèmes, les mêmes intérêts à défendre et les mêmes ennemis à combattre. À la Gare du Nord où je travaille, à chaque grève, nous organisons une assemblée générale de grévistes, évidemment, régionale et interservice. C'est une assemblée générale de grévistes régionale et interservice. Dans cet AG, tout est discuté et voté, et chacun peut prendre librement la parole. Pour nous, la grève appartient aux grévistes et à eux seuls. C'est la raison pour laquelle cet AG ne déclenche pas le ralliement des organisations syndicales, ce que l'on peut regretter. Depuis le début de la grève, la CGT se contente d'envoyer une toute petite délégation de 4 ou 5 syndiqués à notre AG pour savoir ce qui s'y passe. Elle savait que l'AG de Paris-Nord n'était pas favorable au calendrier et son principal problème est que ce n'est pas elle qui donne le ton à l'AG. L'AG Interservice a permis de tisser des liens entre les cheminots de différents services et d'organiser ensemble des actions militantes pour la grève.
Nous avons également l'habitude d'organiser des départs pour des manifestations ou des actions diverses en commun avec les grévistes de la gare de l'Est. Depuis 2003, cette habitude est ancrée et permet souvent de joyeuses et bruyantes retrouvailles. Par 2 fois, nous sommes allés bloquer des péages. Les grévistes qui y ont participé ont d'ailleurs été surpris de la facilité avec laquelle les automobilistes mettaient la main à la poche, y compris en donnant des billets de 10 ou 20 euros. Nous avons pu également organiser un petit pique-nique très sympathique pour les 2 gares, un dimanche midi. À la gare du Nord, l'AG du 22 mars a regroupé 450 personnes, ce qui ne s'était jamais produit. La plus grosse AG avait eu lieu en 2016 et avait regroupé 120 grévistes. Nous avons pu mesurer à quel point nous avions eu raison de batailler pendant plus de 10 ans pour imposer à chaque grève cette AG interservice régionale contre l'avis de tous les syndicats. Lors de cette première AG, nous avons expliqué que pour gagner, nous avions besoin d'un mouvement fort et déterminé, et nous pensions qu'une grève reconductible serait plus efficace. Toutefois, nous ne voulions pas nous couper de ceux qui étaient favorables à suivre le calendrier de la CGT. Nous avons soumis les modalités de grève au vote. Une forêt de bras s'est levée pour voter le principe de la grève reconductible par période de 24 heures. Une seule main s'est levée pour le calendrier de la CGT. Au début du mouvement, nous avons également fait élire un bureau d'organisation de la grève. 13 grévistes ont souhaité en faire partie. Depuis, nous nous réunissons avant chaque AG avec ceux qui sont disponibles pour faire le point sur la grève et discuter des votes et éventuellement des propositions à faire à l'AG. Le bureau a également organisé plusieurs tournées regroupant des cheminots de plusieurs syndicats et des non-syndiqués. Le but de ces tournées est de permettre à un groupe de grévistes de militer pour la grève en l'aidant aussi à forger ses arguments. Pancartes et banderoles ont également été confectionnées pour les manifs. Au lendemain de la première AG, au cours d'une intersyndicale régionale, la CGT annonçait qu'elle allait organiser à la même heure une dizaine d'AG locales, ce qui revenait de fait à tenter de supprimer notre AG régionale. Nous avons tenu bon et notre AG régionale a été maintenue malgré tout. Le nombre de participants a été fluctuant, notamment en raison des vacances scolaires et des différents ponts. L'AG de Paris-Nord vote systématiquement pour reconduire la grève en dehors du calendrier de la CGT. Les AG qui suivent ce vote ne réunissent qu'une vingtaine de grévistes et ne permettent pas de poursuivre au-delà d'une journée. Chacun est bien conscient que nous sommes la seule AG à voter majoritairement pour reconduire hors calendrier. Lors de notre dernière AG, il a été décidé d'appeler à la grève pour le 22 mai, qui n'est pas une journée du calendrier CGT, afin de participer à la manifestation des fonctionnaires. Cette semaine commençant par la manifestation du 22 et finissant par celle du 26, il a été voté que nous serons en grève toute cette semaine. Quoi qu'en dise le gouvernement relayé par les médias, la grève tient bon et elle dure. Macron a cru qu'il pouvait se passer des syndicats les plus réformistes et y mettre fin tout seul, mais ce n'est finalement pas aussi simple. La durée de la grève pose problème au gouvernement, mais aussi au patronat, et en particulier à celui qui dépend du fret. C'est aussi un atout important, parce que d'autres secteurs peuvent regarder vers nous et voir des travailleurs qui luttent et tiennent le coup. Ils peuvent aussi se poser la question de s'y mettre à leur tour. Sans parler de convergence de lutte, expression trop souvent utilisée sans contenu sérieux et parfois même sans qu'il y ait de lutte, nous sommes pour la convergence des intérêts des travailleurs. Bien des travailleurs réalisent que l'attaque est générale contre le monde du travail et savent bien qu'il faudrait se défendre tous ensemble. Et pour cela, le fait que le mouvement des cheminots ne soit pas un mouvement corporatiste est un acquis positif pour l'avenir qu'il faudra garder en mémoire. Les grévistes se sont montrés spontanément ouverts aux travailleurs qui venaient d'autres secteurs et aux étudiants qui sont venus participer à différentes AG. Et cela, même s'il y a tout de même quelques AG où les appareils syndicaux se sont opposés à toute présence extérieure. Mais ce ne sont pas ces vieux réflexes sectaires qui donnent le ton de la grève actuelle. La durée du mouvement et son absence de corporatisme font souffler un vent de fraîcheur sur la classe ouvrière. Malgré la durée du mouvement,
On ne sent pas d'hostilité autour de nous. On peut même espérer que des idées cheminent dans la tête de bien des travailleurs en regardant les cheminots continuer à résister. Le combat qui est engagé est un combat politique contre le gouvernement. Pour le gagner, il faudra être déterminé et mettre toutes nos forces dans la lutte. Depuis des années, les patrons ont tout gagné. Ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, de la flexibilité jusqu'au dépeçage du code du travail. Il serait temps d'y mettre un coup d'arrêt. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous les mêmes intérêts à défendre, que l'on soit caissière dans un Monoprix, aide-soignante dans un EHPAD, salarié d'Air France, de PSA ou cheminot. C'est pour cela qu'une victoire des cheminots serait une victoire de l'ensemble du monde du travail. Nicolas qui va nous donner 2-3 informations sur la grève à Nantes. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter donc la grève à Nantes. Donc à Nantes, ce sont à peu près 2000 cheminots qui travaillent dans différents services. Et aux assemblées générales, la prépondérance de la CGT est plus forte, car l'essentiel des militants et des syndiqués sont comme moi à la CGT. Les militants de Sudrail sont bien moins nombreux. Quant à l'UNSA et la CFDT, ils ne sont que 4 ou 5 à chaque AG. FO n'a qu'un seul représentant qui s'affiche en tant que tel aux assemblées générales. Depuis la grève de 2007, nous avons pris l'habitude de nous réunir en assemblée interservices, après les piquets du matin. Et là où je travaille à l'Escale, l'accueil des voyageurs et des départs de train, c'est un secteur d'où est partie une grève en 2015, s'étendant à la conduite et au contrôle, et à d'autres services, et qui a permis le maintien des agents d'expédition sur les quais de la gare de Nantes, alors qu'ils ont été supprimés dans de nombreuses gares en France. En 2016, le mouvement contre la loi travail a rassemblé de nouveaux cheminots, dont des jeunes embauchés. Le nombre de travailleurs qui ont participé à ces mouvements est pourtant resté limité et sans commune mesure avec le nombre de cheminots entraînés aujourd'hui par la grève, qu'ils soient à l'exécution, dans la maîtrise ou dans l'encadrement. Alors dès l'annonce du rapport Spinetta, l'ambiance elle a commencé à changer en gare. Et la colère s'est exprimée dans de nombreuses conversations. Les collègues étaient choqués par les attaques contre le statut et ce qui en découle. Cela s'est traduit par un grand nombre d'inscriptions pour aller manifester le mardi 22 mars à Paris. Le fait nouveau a été l'implication de certains jeunes collègues qui se sont inscrits pour la manifestation et milité pour inscrire d'autres collègues autour d'eux. Sans beaucoup d'efforts, les inscriptions se sont multipliées, surprenant tout le monde, les délégués comme les dirigeants syndicaux. Avec plusieurs syndiqués et non syndiqués, nous avons préparé la manifestation et quelques jours avant, nous étions équipés d'une banderole « Gare de Nantes, cheminots en lutte » qui a servi pendant la grève, d'un mégaphone et de slogans mis au point pour cette manifestation. Comme beaucoup d'entre nous, les collègues venus à Paris ont participé avec beaucoup d'énergie à cette démonstration collective qui, vous le savez, a été une réussite. Cela a fait du bien à tous de se retrouver très nombreux et dynamiques ce jour-là. Pendant les jours précédant le 3 avril, l'ambiance a encore monté d'un cran. Et même si nous n'étions pas tous sur la même longueur d'onde, sur les modalités reconductibles ou le planning de 2 jours, l'essentiel c'était le ton et la teneur des discussions. Le fait de préparer ces slogans, de discuter des attaques de la direction, notamment sur les retenues des jours de grève, tout cela, ça n'a fait qu'alimenter à chaque fois l'envie de convaincre et d'être de plus en plus nombreux dès le début du mouvement. Par exemple, dans mon service, un délégué UNSA, qui est chef d'escale, un cadre, s'est mis à sortir tous les tracts, les préavis, et les a distribués largement autour de lui. C'était une première. Une collègue maîtrise, elle, s'est mise à collectionner chaque article de presse sur le mouvement, et la même qui n'est pas syndiquée a fait le boulot avec une collègue syndiquée de l'accueil pour faire signer une pétition contre la fermeture des guichets dans la périphérie nantaise, sans que je leur ai demandé quoi que ce soit. Elle milite, et c'est normal. Ce côté militant, cette envie d'être actif dans la grève,
concerne près de la moitié de ceux qui sont présents aux AG. Cette attitude militante n'est pas toujours spontanée. Il faut souvent qu'un ou deux militants le proposent pour qu'une action, une activité ou un piquet de grève voit le jour, pouvant rassembler plusieurs dizaines de grévistes. Du côté syndical, la direction locale de la CGT a surtout organisé les tournées de chantier en dehors des jours de grève, les réunions de syndiqués et l'Assemblée Générale Interservices. Une fois, elle a repris une idée d'action proposée par des grévistes en intersyndicale. Mais on sait bien que les appareils syndicaux n'aiment pas les initiatives qui leur échappent et ils trouvent plus prudent de se contenter de reprendre les initiatives proposées par la fédération ou l'union départementale. Sur ce plan, il n'y a pas de différence entre la CGT et Sudrail, qui suit la CGT en intersyndicale ou en AG. Au début, Sudrail a proposé la grève reconductible sans vraiment argumenter, ce que j'ai dû faire à leur place. Mais ça ne correspondait pas à ce que les collègues étaient prêts à faire. Et ce jour-là, le vote a donné 17 pour la grève reconductible, 23 abstentions et 107 pour la forme qu'a pris la grève jusqu'à maintenant. La CFDT, l'UNSA et FO suivent tant bien que mal, sans avoir réellement de poids, même si la CFDT fait plus ou moins jeu égal avec la CGT au niveau des conducteurs, derrière Sudrail. Alors une partie de la grève, elle s'est organisée sur les piquets de grève, avec ou en plus de ce que propose la CGT. Cela ne veut pas dire que c'est fait sans la CGT ou sans ses militants. Bien au contraire, ces derniers, ils sont acteurs dans ces piquets de grève et ils fédèrent autour d'eux, au poste d'aiguillage de Nantes, le PRS, on appelle ça le PRS. Donc ce piquet de grève du PRS, eh ben, il s'est construit autour des gars qui travaillent et a regroupé jusqu'à une quarantaine de participants, au fur et à mesure que les travailleurs prenaient l'habitude de s'y retrouver. Il y a là des syndiqués, des non-syndiqués, des jeunes embauchés qui ont moins de 3 mois d'ancienneté et qui n'ont pas encore reçu leur affectation définitive. D'habitude, leur situation, elle les rend prudents. Mais ce qui a fait que même des jeunes qui n'avaient jamais fait grève, eh ben, ils s'y sont mis, c'est encore une fois le côté militant des grévistes. Et notamment d'une jeune collègue qui a su convaincre les plus jeunes de son équipe. Même les cadres qui travaillent sont tous en grève, du jamais vu. Pendant les autres conflits, bien souvent, seuls 2 cadres CGT se mettaient en grève. Et là, en plus, ils viennent tous au piquet de grève qui débute à 7 h du matin. Ce poste d'aiguillage est donc pratiquement à 100% en grève à chaque fois. Sur ce piquet, et avant l'AG Interservice, a lieu une pré-AG avec ceux qui sont là, animés par un militant de la CGT et un autre de Sud. À cette réunion, des problèmes sont posés et les gars ne se gênent pas pour prendre la parole et donner leur point de vue sur la vie de la grève et sur ce qui est dit par les dirigeants syndicaux. Même si d'autres piquets ont une durée de vie plus brève, les piquets sont un lieu et un moyen de sentir le pouls de la grève. Et les discussions qui y sont très nombreuses permettent de sentir rapidement l'ambiance. D'ailleurs, depuis le départ, la vapeur s'est maintenue. Et même pendant les ponts et les vacances scolaires, et même malgré le fait qu'on y était moins nombreux. Les actions que nous avons faites avec plus ou moins de succès numérique ont toujours enthousiasmé chacun des participants et ont réussi à chaque fois. La plus importante a été une diffusion de tracts dès 6 h 30 du matin à une station de tramway proche d'une clinique nantaise et du lieu de départ des cars Macron. L'idée a été reprise par l'intersyndicale cette fois-ci et nous nous sommes retrouvés une cinquantaine à cette station. Le même jour, le piquet du poste d'aiguillage a regroupé 40 grévistes. Et les 2 additionnés, ça nous donne un peu une idée du nombre qui s'implique dans la grève. Même de bonne heure. 90 sur une AG de 230 ce jour-là. Ça fait 40% qui sont militants de la grève et qui se lèvent pour participer à ces actions. Pendant la diffusion de tracts ce jour-là, un groupe a profité de l'occasion pour fabriquer une banderole de 10 mètres par 15 avec pour objectif le château de Nantes. Ceux qui ont distribué les tracts n'avaient que des retours positifs. Une dame nous a même offert des chouquettes pour nous soutenir ce jour-là. C'est d'ailleurs ce qui va marquer tous ceux qui participent. Enfin, pas les chouquettes, hein, mais... Donc c'est d'ailleurs ce qui va marquer tous ceux qui participent à des actions en direction des usagers et de la population. Le soutien qui va en grandissant depuis le début du mouvement de grève. Les distributions de tracts, les manifestations nous permettent de sentir et d'apprécier en direct tous les « ne lâchez rien », on vous soutient, allez-y, continuez. Et au travail c'est pareil, ces soutiens ils s'expriment
aussi au guichet, sur les quais, dans les trains et au téléphone. Ces actions, comme celle où nous sommes allés défiler dans une galerie marchande Carrefour, à une trentaine, sont le résultat de la volonté des grévistes d'élargir leur lutte aux autres catégories des travailleurs, de sortir des gares et de populariser notre mouvement. C'est une nouveauté par rapport aux autres mouvements à la SNCF qu'on a vécu, mais qui semble une évidence pour bon nombre de militants de cette grève. Et comprendre que nous appartenons à la classe des exploités et qu'après nous, le gouvernement, ça va s'attaquer à d'autres travailleurs, et ben voilà deux idées politiques que beaucoup de grévistes ont fait leur, qu'ils vérifient à travers ces actions militantes et qu'ils expriment parfois lors des assemblées générales. Alors ces assemblées générales, eh ben, elles ont rassemblé entre 50 grévistes lors des ponts du mois de mai et jusqu'à 260 grévistes, votant à chaque fois unanimement pour reconduire la grève jusqu'à la période suivante. Avec les retraités, les étudiants et les travailleurs venant apporter leur soutien, nous sommes parfois plus de 300 aux AG. Depuis 2007, ce sont des AG interservices, comme je l'ai dit, où chacun est libre d'y intervenir, et après les prises de parole des syndicats. Et même si devant tant de monde, il est difficile de s'exprimer, eh ben une douzaine de collègues au moins l'ont fait avec la volonté de se faire comprendre de tous et aussi de temps à autre pour construire des actions pendant la grève. Ceci dit, la grève, elle est active pour un bon nombre non négligeable de grévistes et sa direction, elle est entièrement entre les mains de l'intersyndicale et à travers elle, de la CGT qui y donne le ton. Pour le moment, l'AG se borne à reconduire le mouvement de 2 jours de grève et les grévistes se satisfont de cette situation. Même s'il y a de plus en plus de discussions pour dire on veut faire autre chose que ce qui nous est proposé en AG. Alors comment on fait? Et c'est le problème qu'ont posé une dizaine de grévistes pour la journée du 14 mai. Après avoir résolu la manière de mettre tout le monde en grève, notamment à l'escale. À une dizaine, nous nous sommes répartis les collègues à voir et à convaincre pour qu'ils rentrent dans le mouvement le 14. Le résultat, c'est qu'on a atteint un taux de grévistes de plus de 80% de grévistes. Jamais vu. Et le 14, donc, après une AG où nous étions 300, c'est à une centaine de grévistes, militants de la grève, que nous sommes partis manifester en direction de France 3 sur l'île de Nantes. Ce noyau actif dans la grève, eh ben, il grossit. Il apprend à s'organiser et à se poser les problèmes avec la volonté que la grève, elle marche et qu'elle soit visible. Alors pour le moment, les grévistes, ils se satisfont de la direction intersyndicale de la grève et de la forme qu'a pris le mouvement leur convient. Pour les grévistes, le problème principal, ben, c'est le statut et la lutte contre la dégradation de nos conditions de travail, que contient la réforme voulue par le gouvernement et le patronat. Ils n'imaginent pas encore que les directions syndicales pourraient se satisfaire d'un compromis avec le gouvernement censé sauver le service public et laissant l'essentiel de la réforme en l'état. Mais le fait qu'un noyau non négligeable de grévistes a pris l'habitude de se réunir, d'agir ensemble, de tisser des liens de confiance entre militants de la grève, eh ben c'est un point d'appui pour que la grève, elle appartienne de plus en plus aux grévistes. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller si nous voulons que le mouvement puisse aller au bout de ses possibilités. Voilà, je vous propose de commencer le débat et de répondre à un certain nombre de questions, ou en tout cas d'écouter les interventions. Comme on est très nombreux, et c'est très bien, je propose que les interventions soient malheureusement un peu courtes. Enfin malheureusement je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et peut-être que si les interventions sont trop longues, je me permettrai de rappeler à l'ordre pour que tout le monde puisse s'exprimer dans cette assemblée. Voilà, alors levez la main, il y a un micro qui va circuler et qui vous donnera la parole. Il y a une camarade qui est là déjà.
Oui, je vais essayer d'être pas trop longue. Alors, je suis une militante de Workers' Fight, le groupe britannique qui est lié à Lutte ouvrière, et je travaille dans les chemins de fer à la gare de King's Cross de Londres. Je voudrais dire un mot sur les conséquences de 22 ans de privatisation, tant pour nous travailleurs que pour les voyageurs. Dans ma gare, 4 entreprises privées assurent le transport des voyageurs, 4 autres se partagent les contrats de nettoyage. Une multinationale de la restauration assure l'approvisionnement des trains et gère la plupart des magasins de la gare. La gare, les voies et la signalisation appartiennent à une société de droit privé contrôlée par le ministère des Transports. Quant au matériel roulant, il est loué à des entreprises privées extérieures à la gare. Pour renforcer ces divisions dans chaque entreprise, les travailleurs ont un uniforme, une paie et des conditions de travail différentes. En plus, dans chacune d'elles coexistent plusieurs types de statuts. À East Coast, où je travaille, il y a 5 statuts différents. 3 statuts permanents qui vont des anciens d'avant la privatisation de 1996 qui ont conservé leur statut, à ceux qui ont été embauchés entre 1996 et 1998 et ceux qui l'ont été après 1998. À chaque nouvelle catégorie correspond une dégradation concernant les congés de maladie, les droits au voyage gratuit. Alors, je parlais des statuts. Donc, pour chaque nouvelle catégorie, correspond une dégradation concernant les congés de maladie, les droits au voyage gratuit ou encore le salaire de base. En plus, il y a 2 statuts précaires plus mal payés. Des CDD dont le contrat peut ne pas excéder 3 mois et des intérims dont la paie est encore plus basse et qui, pour certains, ont des contrats 0 heure, c'est-à-dire sans un nombre garanti d'heures payées dans la semaine. Depuis 1996, toutes les entreprises exploitantes de la ligne ont supprimé des emplois. C'est la dernière en date, Vitech, qui a fait le plus fort. Depuis le début 2017, elle a entrepris de supprimer plus de 300 emplois sur environ 2000. Du coup, on se retrouve avec des roulements déments sans aucune régularité. À la restauration, ils en sont même à nous faire sauter d'un train à un autre aux arrêts de façon à en couvrir plus. S'agissant du matériel, la plupart des wagons datent d'avant la privatisation. Quant aux motrices, la plupart sont encore des diesels parce que East Coast, qui relie Londres au nord de l'Écosse via Edinburgh, n'est toujours pas entièrement électrifié. Comme les patrons essaient d'augmenter la fréquence des trains, la maintenance en souffre. Du coup, les toilettes sont souvent hors service, sur des trajets qui peuvent aller jusqu'à 8 heures. Mais il y a plus grave. Freins défectueux, écrous manquants sous les wagons, etc., etc. Sans parler des pannes et des trains annulés parce que trop de rames sont en réparation. Quant aux nouvelles rames Itaki, qui devaient être mises en service ce mois-ci, ce sera pour plus tard. Il faut dire que le jour de leur présentation à la presse, le système d'air conditionné s'est mis à fuir sur les costumes des journalistes. Cela dit, privatisation ou pas, c'est le ministère des Transports qui a dû financer ces nouveaux trains. Malgré l'inconfort et le manque de fiabilité, les voyageurs paient les yeux de la tête. Depuis la privatisation, le prix des billets a augmenté 4 fois plus rapidement que le salaire moyen. En fait, les prix ne sont réglementés que pour environ la moitié des billets. Mais pour les autres, ce sont les profits des compagnies qui font la loi. Du coup, pour donner un exemple, un abonnement annuel entre Londres et Peterborough, qui est une ville dortoir qui se trouve à 45 minutes de Londres, ça coûte 7 520 € par an, soit près d'un tiers de mon salaire d'employé à la restauration sur les mêmes trains. Pour conclure, voici la dernière nouvelle. Le 24 juin, East Coast changera de main pour la 5e fois. La ligne ne lui rapportant pas assez, Vitech abandonne son contrat. Comme c'était déjà arrivé entre 2009 et 2015, la ligne repassera sous le contrôle de l'État. Un consortium privé sera payé pour la gérer pendant 2 ans,
afin de trouver un nouveau repreneur privé. Bref, le chaos de la privatisation continue. Alors bonjour, moi je suis cheminot à Orléans. Alors je ne vais pas revenir sur les limites du mouvement, enfin sur le fait qu'elle ne dépasse pas le cadre imposé par les syndicats, mais je voulais revenir un peu sur ce qu'ont dit les copains, sur les points positifs. D'abord le fait que ce ne soit pas un mouvement corpo. Nous, la plus grosse AG, ça a été le 19 avril, lors de l'appel à manifester pour la fonction publique. On a été 150 en AG, 250 à la manifestation. Pour ordre d'idée, on est à peine 600 sur Orléans sur site. Donc cet aspect, il est vraiment important. Il y a aussi l'aspect, ce qu'on disait sur les cadres. Moi, il y a par exemple, tous les cadres des postes d'aiguillage, ils ont fait des journées entières tous ensemble. Ils avaient même affiché une petite affiche avec le village gaulois, avec chacun des noms voilà, pour montrer leur défiance. Le dynamisme de cette grève aussi, enfin, il n'y a pas une AG, il n'y a pas une journée de grève où on ne fait rien. Je veux dire, que ce soit des banderoles, que ce soit des opérations de péage. Alors des fois, c'est pas toujours les actions que nous on aurait voulu, mais en tout cas, il y a toujours des choses. Et le dernier aspect, c'est quand même tous ces jeunes aussi qui se sont mis dans ce mouvement. Hein, on a quand même, moi je pense là, tous ces jeunes du triage, ils sont venus à plusieurs AG, à une dizaine. C'était leur premier mouvement. Ils ont tous 1, 2, 3 ans de chemin de fer. Et tout ça, bah, c'est précieux pour la suite. Alors ce que va devenir le mouvement, on n'en sait rien. Pour l'instant, le combat il continue. Ça dépend pas que de nous non plus. Mais voilà, bah, tout ça, ça fait du bien à tout le monde. Et oui, la victoire des cheminots, ce serait une victoire pour tous les travailleurs. Oui, moi j'habite à Sète et on participe effectivement très régulièrement aux manifestations qui ont lieu soit à Sète, soit à Montpellier. Et effectivement, ça marche très bien. Ce qu'on a fait un peu comme partout au niveau de la CGT, on est parti bloquer les péages, enfin bloquer, non, ouvrir les péages. Ouvrir les péages, en fin de compte, à toutes les voitures qui passaient. On leur diffusait le papier, le fameux papier en 2 millions d'exemplaires de la CGT là-dessus, et on s'attendait à voir de la police. Effectivement, il y a eu des gendarmes, mais ils ne sont pas venus avec 2-3 camions, ils sont descendus juste à 2. Le gars qui a le contrôle du péage s'est plaint auprès des gendarmes, qui a dit, écoute, moi je vois pas trop où est le problème, ils sont là, ben, ils restent là et c'est tout. Ils sont venus nous voir, on leur a dit, nous on finira à 9h. On a commencé à 7h, on a fini à 9h, on a fait tout notre travail. Quand les gars de la SNCF passaient, c'est-à-dire avec leurs voitures particulières, c'est-à-dire les cadres et autres, les hauts cadres, ils étaient hués pas possible. Par contre, les gros camions, c'était des gros coups de klaxon avec leur grosse sirène. Tout le monde était très 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 emballé là-dessus. Les opérations péage, c'est un peu ce qu'on sait partout, c'est qu'effectivement, partout ça a beaucoup plu et ça plaît énormément. Et le sentiment aussi qu'on est apprécié dans cette grève par tout un tas de salariés qui passent, et c'est assez intéressant. Il y avait un camarade qui s'inscrivait de ce côté-là. Ouais, bonjour les camarades, moi je suis cheminot à Austerlitz, militant du NPA et à la fraction L'Étincelle. Il faut que tu restes derrière les enceintes. Merci, on va y arriver. Donc je disais, je travaillais à Austerlitz, je voulais dire quelques petits mots sur la grève là-bas, puisqu'il y a des aspects très positifs dans cette grève-là. C'est vrai que les taux de grévistes, ils sont très forts, plus que dans les mouvements qu'on a pu connaître en 2016, en 2014, même encore après 1 mois et demi de grève, puisqu'on a commencé début avril. Hier, les taux de grévistes, nationalement, ils étaient encore de 30%, chiffre de la direction de la boîte.
Donc voilà, c'est une grève qui est très forte. On a le soutien de l'opinion publique, sans doute un peu plus que dans les mouvements précédents également. Mais on a également un problème, vous l'avez souligné aussi, moi je partage toutes vos critiques sur à la fois la stratégie et la politique de l'interfédéral. Puisqu'en fait, ce calendrier de grève 2 jours sur 5, nous, il nous a posé de gros problèmes à Austerlitz, et j'ai l'impression dans bien d'autres gares, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qui ne comprennent plus forcément la nécessité de venir en assemblée générale pour se compter, savoir si on est encore assez nombreux, assez déterminés, et reconduire la grève en fonction de ça. Donc, petit exemple, sur Austerlitz, nous, on a commencé le 22 mars, on était plus de 200 en assemblée générale, ce qui est un peu du jamais vu sur nos gares, et puis le 3 avril, on était une centaine, et le 4 avril, on était déjà plus qu'une cinquantaine. Donc, voilà, ça nous pose un gros problème. Cela dit, dans tout ça, il y a quand même une minorité de grévistes qui n'a pas abandonné la perspective de la grève reconductible, qui se bat encore pour ça. Moi, j'ai... Excusez-moi, mais justement, dans l'Assemblée Générale le 22 mars, j'ai des collègues non syndiqués qui sont intervenus super énervés en disant « Mais c'est une connerie, ce calendrier de grève 2 jours sur 5. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie reconductible. » Donc voilà, nous, on a... Parce que les camarades en ont pas beaucoup parlé non plus, mais il y a une Assemblée Générale intergare qui s'est réunie plusieurs fois en région parisienne, excusez-moi, et qui a regroupé d'abord une centaine, puis plusieurs fois près de 200 cheminots. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être de leur côté, leur proposer des perspectives, continuer de s'adresser aux autres, voilà, leur proposer une milité, parce qu'il y a aussi un certain nombre de copains qui commencent à s'énerver, qui commencent à devenir agressifs vis-à-vis des non-grévistes, qui commencent à vouloir se saboter. Donc voilà, nous, c'est pas tellement cette perspective-là qu'on défend, c'est d'étendre la grève, de la massifier. Donc voilà, regrouper ces camarades-là, essayer de rompre l'isolement et leur proposer des perspectives. Les camarades, c'était tout au fond là-bas, il faudrait qu'elle se lève parce que voilà, il faudrait que tu te rapproches parce que sinon le fil il va être un peu trop court. Oui, oui. Bon, et bonjour. Voilà, je suis un soutien militante de CCR, communiste révolutionnaire de MPA. Et j'ai un soutien quotidien des cheminots. Donc, moi, c'est plutôt, je voulais apporter ma réflexion. Et quelle perspective on peut justement penser, et en reprenant les mots de Nicolas, à la fin, quand elle disait qu'il y avait quand même dans cette grève plein de militants, de jeunes cheminots qui commençaient justement à être militants, à militer vraiment la grève. Donc c'est très bien, il a fini en disant les assemblées générales, les assemblées par gare, c'est très important. Les assemblées interservices comme à Gare du Nord, justement, où il y a des cheminots de différents services et de différentes gares, et qui vient lundi, Bourget, qui vient à Gare du Nord pour se réunir. C'est très bien et c'est justement ce qui permet une démocratie ouvrière où les gens peuvent justement proposer, discuter, échanger par rapport à la stratégie. Et c'est une façon aussi de construire quelque chose d'alternative, d'une certaine manière, à les méthodes bureaucratiques des dirigeants syndicaux qui empêchent justement de développer l'énergie des travailleurs pour qu'ils s'approprient de cette grève et qu'ils décident des modalités concrètes pour gagner finalement, parce qu'il ne s'agit pas de faire grève, mais de gagner. Donc, dans ce sens-là, justement, à l'âge de Paris Nord de la dernière, ça a été voté aussi l'appel à la réunion, à une rencontre intergare pour les 22, et à laquelle ils vont assister et c'est à Gare du Nord et c'est justement à 11h30, après lâcher des Gare du Nord. Donc, qu'est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, hein, et tous les militants de la grève, par rapport à ce besoin de rencontre aussi, pas qu'à niveau d'une région, mais aussi d'essayer d'échanger avec les militants de la grève, qu'il y en a partout en France, de justement
comment aller un peu plus loin, parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment faire? Comment vous voyez les choses de comment réussir justement pour gagner dans cette grève, qui est très importante pour nous tous les travailleurs. Il y avait une intervention Merci. J'ai vécu en Angleterre très très longtemps, donc j'ai apprécié l'intervention de la camarade qui travaille au chemin de fer de Londres. Mais enfin, les dernières nouvelles que moi j'ai eues, c'est pas du tout que Virgin, qui travaille sur East Coast, va être repris par une compagnie privée, mais qu'au contraire, on va renationaliser. On en est au point où, en 5 ans, je crois, on va renationaliser pour la 3e fois, en attendant de le refiler au privé, une fois que ça aurait été remis en place. Donc, c'est ce cafouillage pas possible, et où toujours, parce que les Anglais n'en peuvent plus, justement, des conditions qu'elle a décrites, qui sont exactes, et donc maintenant, le gouvernement, pourtant qui n'est pas tendre, va devoir reprendre et payer, donc les Anglais vont devoir payer pour les chemins de fer de nouveau avant de le refiler au privé. Donc ça c'est un point. Ensuite, deuxièmement, j'ai lu dans un journal qui ne peut pas être accusé d'ultra-gauchisme qui s'appelle Le Capital, que Macron n'avait jamais dit qu'il allait supprimer le statut des cheminots, qu'en fait, à part les retraites, tout ce qu'on veut leur supprimer ne cause aucun problème financier, et que ce qu'il dit, c'est que dans l'avenir, une fois qu'on sera passé à l'ESA, eh bien, le statut de tous les fonctionnaires, de tous les travailleurs vont disparaître, donc il faut que la SA les reprenne d'une autre façon, et que vu la situation économique actuelle, ça va coûter plus cher aux entreprises, aux nouvelles entreprises, que ce que ça coûte en ce moment au niveau du statut des cheminots. Ce qui semblerait prouver, et ça c'est la direction qui le dit, mais évidemment sans le déclarer officiellement, que si on veut casser les cheminots en enlevant le statut, etc., c'est pas du tout pour des raisons économiques, même si du point de vue politique. C'est pour ça qu'il faut répliquer à ce niveau-là. Ça, c'est une attaque du gouvernement politique. On en est bien conscient, et c'est bien pour ça qu'on continue la grève et qu'on va continuer à se mobiliser là-dessus. Parce qu'effectivement, de toute façon, il est au service aujourd'hui du capital, il est au service d'un certain nombre de grandes entreprises, mais il se comporte exactement de la même manière. C'est un faux problème aujourd'hui d'expliquer qu'il y a une différence entre l'attitude d'une direction comme on connaît aujourd'hui à la SNCF, qui est une direction d'une entreprise publique, et puis une entreprise privée dans quelques temps. Leur problème à eux, c'est de pouvoir faire des gains de productivité, c'est de pouvoir licencier des gens, et ils l'écrivent très clairement, ils disent de toute façon, il va falloir faire, pour faire des gains, pour gagner du pognon, il va falloir faire des plans de suppression d'emplois, des plans de départ volontaire, comme on a pu en connaître ailleurs, dans l'automobile, dans le bâtiment, dans tout un tas de services, etc. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, c'est vraiment ça l'attaque. C'est aussi pour ça que l'ensemble des travailleurs se reconnaissent, parce que dès qu'on a un peu ce discours-là en disant « oui, c'est une attaque contre l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de nos conditions de travail », et bien bien sûr, on a l'oreille attentive de tout le monde. C'est sur 2 petits trucs, enfin pour répondre un peu à des choses qui ont été dites sur... ça a été évoqué, donc reconductible, 2 sur 5, etc. C'est là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui était très important pour nous quand c'est sorti cette histoire du calendrier 2 sur 5. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où ça a quand même été, ça a fait l'effet d'une douche froide, où moi j'avais des collègues qui cherchaient quel cerveau avait pu inventer ça. Mais le souci qu'on a eu, ça a été toujours de jamais opposer ceux qui étaient pour la grève reconductible et ceux qui étaient pour le 2 sur 5. Et ça, c'était vraiment important, parce que c'était surtout ne pas diviser les grévistes entre eux. Et d'autant plus qu'au départ de la grève, de toute façon, les préavis démarraient le même jour, que ce soit le reconductible ou que ce soit le 2 sur 5. Et donc, ce qui était important, c'était ça, c'était de pouvoir démarrer ensemble.
Après, de toute façon, nous on fait avec la réalité, avec ce qui existe. Et ce qui existe, c'est que très très majoritairement, les cheminots se sont de toute façon retrouvés dans le 2 sur 5. Alors c'est vrai qu'il y a des tas d'AG où de toute façon ils n'ont même pas la possibilité de voter dessus puisque c'est imposé, ils sont dans le 2 sur 5 et on ne leur demande pas leur avis. Mais malgré ça, de toute façon, ça n'a jamais été débordé nulle part largement pour pouvoir en sortir. C'est sur les perspectives concernant les jeunes militants qu'on peut trouver dans la grève, ça évidemment c'est quelque chose d'extrêmement précieux et notre objectif avec eux, mais comme avec l'ensemble des grévistes de façon générale, c'est de tout faire pour essayer d'élever le niveau de conscience des travailleurs en général, des grévistes en particulier, et de ces jeunes-là évidemment, et d'en faire des militants conscients du mouvement ouvrier. Et si ça peut se faire, ça serait déjà un sacré acquis et une sacrée victoire dans cette grève. Et un dernier point sur lequel je voudrais intervenir aussi, c'est sur comment faire pour gagner cette grève. Si quelqu'un a la recette d'ailleurs, je veux bien la prendre. Mais voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est l'intersyndicale qui, au niveau du pays, dirige la grève. C'est elle qui a fixé le cadre et de toute façon, on est obligé de faire avec ce cadre-là et à l'intérieur de ce cadre. Mais par contre, dans ce cadre, localement, là, on peut essayer, quand c'est possible, de faire ce qu'on veut, de s'organiser comme on veut. Bon, on l'a dit déjà sur la gare du Nord avec cet AG interservice où tout est discuté, voté, décidé dans l'AG. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le sort de la grève au niveau du pays, de savoir comment on gagne ou pas, ça ne dépend pas d'initiatives locales. C'est alors c'est vrai, ça a été dit, il y a les AG, qui ne sont pas des AG d'ailleurs, les réunions intergares. Nous, en tant que tels, on n'a rien contre, c'est qu'il y ait des cheminots qui se regroupent, qui discutent de gare à d'autres, c'est tant mieux, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et c'est là qu'on a un petit problème quelque part, notamment quand on nous présente ces réunions intergares comme des embryons de coordination. Et ça, il faut quand même bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une coordination. Les coordinations, ça se met en place quand très largement les grévistes débordent les organisations syndicales. On l'a dit et redit partout, les grévistes, très majoritairement, ils sont restés dans le cadre du 2 sur 5. Donc on n'est absolument pas dans une situation où tout le monde est prêt à déborder les syndicats comme ça a pu se faire dans d'autres grèves en 86 à la SNCF où là évidemment on avait fait ce choix-là de créer une coordination mais qui correspondait à une réalité. Et pour nous, il faut que tout vienne de la base, il faut que tout vienne des grévistes eux-mêmes. Et qui est d'abord massivement des grévistes qui soient prêts à s'organiser, qui débordent tout, etc. Et là, évidemment, ça aura un sens de faire une coordination, ça aura un sens d'organiser tout ça, de faire des comités de grève partout, des comités de grève qui se réunissent dans des appareils qui puissent réellement être des directions de rechange pour la grève et qui dirigent réellement et qui amènent le mouvement jusqu'au bout de ce qu'ils seraient capables de faire. Bon, pour l'instant, on est sur le 2 sur 5 et on n'en sort pas. Voilà, c'est... Bon, tant mieux qu'on discute et que tout le monde discute de gare à gare, etc. C'est très bien. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous, on ne se paye pas de mots.
Ce qui compte pour nous, c'est de rester enraciné dans la réalité et d'essayer de faire les petits pas qu'on peut faire à partir de ça. Mais pour nous, c'est surtout ça qui est important, et surtout de ne pas se raconter qu'à partir d'initiatives locales, eh ben, on pourra avoir une influence sur le mouvement général. Moi, je ne voulais pas vous parler de mes expériences sur les grèves parce que je suis un misérable usager des chemins de fer. Et vaut mieux que je ne parle pas de mes expériences par rapport aux grèves parce que ça va être à la limite incitation pour les briseurs de grève. Par contre, moi je suis communiste, donc je propose une autre vision sur les grèves et sur les services publics surtout. Donc les services publics, ce n'est pas un cadeau du capital. Ce sont des acquis de la lutte de classe pendant des années avec des prix. C'est-à-dire, si on parle des transports déjà, nous avons lutté pendant des années pour des transports publics gratuits et pour tout le monde, de qualité, etc. Tout ça. De l'autre côté, donc, quand les communistes parlent des grèves dans les transports, ben, il faut y mettre l'idée, on a beaucoup d'expérience là-dessus, n'est-ce pas? Donc, il faut montrer comment nous proposons la façon. Parce que de l'autre côté, selon les références que vous aussi vous acceptez, sur le programme de transition, quand on parle de grève, ça c'est une lutte de pouvoir, de poser la question qui est le patron. Donc, une grève dans les services publics doit avoir plutôt une signification en disant, nous, les travailleurs, nous gérons les transports et les services publics comme ça. Nous proposons une société ainsi. Si nous prenons en main les choses, nous ferions comme ça. Et ce n'est pas que dans les services publics en plus. Nous avons déjà l'expérience des LIP. Donc, là aussi, la grève, ce n'est pas seulement arrêter de travailler. Non, parce que la classe ouvrière se propose pour sauver le monde, sauver l'humanité, et montrer qu'il est capable de gérer la société mieux que les capitalistes. Sachant qu'on est un certain nombre à être convaincus qu'effectivement cette société, il faudra la renverser. Après, est-ce que nous, on est en meilleure capacité de gérer les services publics, les transports, etc. Moi, je me contente aujourd'hui de militer et de défendre l'idée que oui, de toute façon, dans le cadre du système capitaliste, on n'arrivera pas à faire un service public correct, parce que de toute façon, on est lié par un certain nombre de banques, on est lié par un certain nombre d'intérêts financiers, et que de toute façon, ça c'est se tromper de mots, c'est se tromper, expliquer qu'aujourd'hui les services publics existent. Non, parce que justement, plus la société elle va se déliter, plus il va y avoir des difficultés financières, etc. Et plus ça va être une manne pour les capitalistes, pour les banquiers, de récupérer tout cet argent qui peut être là et qui pourrait servir pour l'ensemble de la société, mais qui, pour l'instant, n'est pas vraiment à notre disposition. Donc continuons la bagarre sur l'ensemble de la société en se disant oui, il faut changer la société, parce que de toute façon, régler le problème des services publics, ça réglera pas. Alors moi c'est Mathias, je suis conducteur de train à Saint-Lazare.
Alors déjà, je pense que ce qui fait plaisir, c'est que ça fait plus de 2 mois qu'on n'entend plus Macron dire qu'il n'y a pas de colère dans le pays. On a même plus tendance à l'entendre il a même plus tendance à prendre l'avion ces temps-ci. Et bon, du coup, je fais partie de ceux qui sont dans le mouvement depuis 2 mois. Il faut savoir qu'il y avait des moments qui étaient assez drôles. Avant le 22 mars, du coup, il y avait un appel à la grève de la part que d'un syndicat. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que les slogans, les appels, c'est une chose. Les militants sur le terrain, en tout cas localement, qui ont milité pour la grève le 22 mars, ils ne faisaient pas forcément partie de ce syndicat. Ceux qui le portent localement, et c'est là que je rejoins notamment Monique, ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut des militants. C'est des militants, en fait, qui réussissent à entraîner la chose. Et alors, on fait avec les moyens du bord. Au départ, c'était que 2 militants pour le 22 mars. Et on a été les premiers surpris à avoir autant de grévistes sur ce qui était majoritairement un appel à la manifestation. La veille, il y avait des conducteurs qui passaient l'examen. On leur a dit « Ah, vous êtes pressés de conduire les trains ?» « Non, non, on est pressés de faire grève. » Ils nous ont répondu. Et c'est ce qui est super dans ce mouvement, parce qu'en fait, on est les premiers surpris au bout de 2 mois de voir autant de grévistes. C'est qu'il y a plein de jeunes, il y a du sang frais. Et on sait très bien ici, nous tous, que la grève, c'est une fabrique de militants. Pour le coup, c'est le domaine où on produit le plus. Et alors, il y a plein de côtés qui sont super dans cette grève, et en même temps, il y a les limites. C'est-à-dire, bien sûr, on ne dépasse pas le calendrier syndical, malgré un taux de grévistes qui est important, mais parce que aussi on est confronté à des assemblées générales qui ne sont pas extrêmement nombreuses. Et en fait, on fait avec nos moyens pour réussir à faire comprendre que c'est aux grévistes de choisir leur calendrier. Mais bon, il y a aussi des facteurs extérieurs, c'est-à-dire que les autres secteurs se mobilisent. Ça ne dépend pas que de nous. Et ce qui est sûr, c'est qu'en effet, et il y en a plusieurs qui sont intervenus pour le dire, c'est pas corpo. En 2016, oh là là, c'était compliqué de faire comprendre que la loi travail et notre réglementation du travail, c'était exactement la même chose. Ici, même pas besoin. Et pour reparler des jeunes, il y en a un qui est ici d'ailleurs. Ah mince, il est revenu. Du coup, je vais éviter de dire des conneries. Et ils sont hyper culottés. Ils ont fait un piquet de grève aux usagers sur la gare le jour de la grève. Alors les usagers ils arrivaient. Ah bah t'as pas ton train, bah comme ça t'auras le temps de prendre le café. Et alors je dis jeune, mais bon, je fais partie des jeunes, hein. C'est juste ça fait 15 ans que je conduis des trains. Mais du coup, notre travail, alors où on ira, là ce qui est sûr c'est qu'on est en plein dedans, on est entré dans la grève, et tout ce qui peut être écrit, eh ben, l'encre sera sèche uniquement quand on arrêtera la mobilisation. Ça il faut qu'on ne l'oublie pas. Mais dans l'après, et on n'aura pas à avoir une baisse de morale, on aura fait le maximum. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne gagne pas cette fois-ci, eh ben peut-être dans quelques mois, on gagnera. Et si aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation au-delà de la SNCF, eh ben néanmoins, les militants qui ont fait grève, ceux qui ont fait grève aujourd'hui, eh ben, il faudra qu'ils répondent présents au prochain mouvement quand ça partira ailleurs. Oui, bonjour. Moi, je travaille à Air France à Roissy. Donc nous aussi, il y a des mouvements comme ça. Ça ne va pas tout à fait pareil, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur un point au moins qu'ont relevé les camarades là, c'est que nous aussi, chez nous, le corporatisme là, il est en train de faire marche arrière, on va dire. Je ne sais pas s'il va passer complètement, mais il fait marche arrière. Là, on a vu des mouvements, que ce soit des bagagistes avec des pilotes, des hôtesses aux mécano-avions. C'est vrai qu'on était tous ensemble, et ça dure depuis à peu près l'époque de la chemise, cette fameuse chemise DRH.
Et ça, c'était le petit, l'anecdote du mouvement, en plus, ce jour-là. C'était surtout, on était nombreux, on était contre les licenciements, on était tous ensemble. Après, il y a eu l'histoire de la chemise, mais après, il y a eu une manifestation sur l'aéroport qui a été nombreuse. Et ça, c'était bien parce qu'on voyait des gens, des pilotes à côté des bagagistes, comme je le disais. Et ça, c'était bien. Et ça, ce qu'on peut retenir de ces grèves-là, c'est le corporatisme. Bon, on espère qu'il va passer. Et en plus, là-dessus aussi, pour aller un peu plus loin que ça, c'est que Spinetta, nous on l'a connu en tant que PDG d'Air France, c'est lui qui a commencé la privatisation d'Air France avec l'appui quand même de Guesso, qui était quand même ministre des Transports à l'époque, ministre du Parti communiste. Bon, et voilà quoi, donc on retrouve les mêmes patrons un peu partout. Donc c'est vrai que l'intérêt des travailleurs, c'est au-delà des entreprises, au-delà des corporations et au-delà des entreprises, de mettre tous ensemble contre les attaques du gouvernement et du patronat. Voilà. Je te suis. Alors, salut les camarades, moi c'est Rémi, je suis cheminot gare Saint-Lazare, je bosse à l'Escale, au commercial. Et donc je suis au NPA dans la fraction L'Étincelle et je milite à la CGT. Je voulais témoigner du fait qu'à Saint-Lazare, on a un comité de grève qui réunit avant les AG entre une vingtaine et une trentaine de syndiqués de tous les syndicats et des non-syndiqués. À Paris-Est, il y a aussi un comité de mobilisation qui rassemble à peu près le même nombre de gens. Donc ces noyaux de grévistes actifs sont bien sûr importants d'une part pour faire vivre la grève. Aussi, c'est vrai que c'est un peu à partir de cela que le mouvement pourrait à un moment donné prendre une autre forme s'il devait se passer quelque chose. Bon, par exemple, on ne sait pas tellement ce que les organisations syndicales vont essayer de vendre un peu aux cheminots vers la fin du mouvement. Enfin, quand ils sentiront que eux, ils peuvent essayer un peu de terminer le mouvement. Je me rappelle par exemple que le lendemain à Saint-Lazare, le lendemain où Édouard Philippe a dit oui, tôt ou tard, nous reprendrons la dette de la SNCF. Bon, ben la CGT à Paris-Saint-Lazare, ils sortent le lendemain un tract entièrement consacré à la dette du ferroviaire et en disant, alors bon, Édouard Philippe reprend pas exactement de la manière dont on voudrait cette dette, mais quand même, un bon point à noter et donc voilà, à développer. Mais il mettait vachement l'accent là-dessus. Donc bon, on sait pas ce qui prépare pour la suite, on sait effectivement pas comment le mouvement va évoluer, mais le fait qu'il y ait, un peu comme les camarades de différents points le racontaient, des noyaux militants organisés dans des bureaux d'organisation de la grève, des comités de mobilisation, des comités de grève, ça peut avoir quand même son rôle dans cette grève. Et une dernière chose que je voulais dire, où les camarades racontaient effectivement à quel point les AG interservices dans les gares sont importantes. Elles sont souvent effectivement un acquis des grèves du passé entre 86 et celle actuelle. Il y a encore malheureusement des endroits à la SNCF où bon, les bureaucraties syndicales ont réussi à faire en sorte que ça ne soit pas des AG interservices, mais des fois l'AG seulement des contrôleurs, l'AG des conducteurs et autres. Et de même qu'il est important, à mon avis, qu'il y ait des liens entre les grévistes de chaque gare, il est effectivement important qu'il y ait des liens entre les grévistes à l'échelle de plusieurs gares. Et l'intergare, Monique, tu as répondu un petit peu là-dessus aussi, mais remplit cette fonction, parce que, un exemple très concret, il n'y a pas de camarades de Montparnasse, en tout cas j'en ai pas vu depuis qu'il y a le début de ces réunions intergares, qui sont venus. Résultat, en fait, on ne sait pas bien ce qui se passe à Montparnasse. Déjà, avoir les chiffres d'AG, c'est déjà difficile, mais savoir est-ce qu'ils font des piquets, quelles sont les discussions en AG, en fait, on le sait juste pas. Et ça, c'est déjà le premier mérite du fait que des grévistes se rencontrent à l'échelle, oui, de plusieurs sites. Bon, et la deuxième chose, on ne se raconte pas l'histoire, ouais, je vais couper, mais effectivement, là on est avec 100 à 200 grévistes qui se regroupent sur la base de nous, on est pour le retrait sans condition du pacte ferroviaire, on est pour la réelle convergence des luttes, pas que des mots, et effectivement, le 22 mai, il va y avoir bien des cheminots avec les fonctionnaires, et c'est une excellente nouvelle, et pour gagner tout ça, majoritairement,
nous sommes pour la grève reconductible. Donc voilà un peu la base sur laquelle s'organisent les différentes équipes militantes qui viennent à la rencontre Intergare. Et ça, je suis désolé, mais oui, c'est une potentielle, je dis bien une potentielle coordination du mouvement si jamais le mouvement à la base devait prendre une autre forme. Bah, c'est juste pour revenir un peu quand même, enfin d'où on vient quand même, parce que ceux qui sont pas cheminots, ils se rendent peut-être pas compte de l'état d'esprit et le fait qu'il ait changé très rapidement. Au début, la CGT, elle proposait une manifestation le 8 février, où il y avait finalement que des délégués qui s'inscrivaient dans cette manifestation. Et le fait que le gouvernement, quand même, il dévoile son jeu et qu'il dévoile les attaques par le rapport Spinetta et après par l'annonce d'Édouard Philippe, bah effectivement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a fait qu'il y a énormément de collègues qui se sont sentis illégitimes à militer dans la grève. Enfin, au moins en réagissant dans un premier temps à la manifestation et après en rembrayant pour convaincre autour d'eux de faire largement grève et discuter, continuer à discuter et à être des vrais militants de la grève. Parce que c'est ça, c'est quand même ça l'important. C'est que ces gars-là, enfin les gars qui sont autour de nous, on se connaît, mais on les connaît pas comme ça. On les connaît qui flanchent, qui sont pas très bagarreurs. Et ben là, c'est pas du tout la même chose. Cette grève, elle montre ça quand même. Des collègues qui sont d'habitude, qui laissent faire les délégués, parce que le délégué, c'est lui qui fait tout. Et ben non, là, c'est pas ça. Et l'important, c'est qu'ils comprennent petit à petit que ça soit un apprentissage, cette grève. Hein, que chacun de nous, même nous, qu'on apprenne de cette grève, se poser les vrais problèmes. Et pas qu'on aille s'enfermer peut-être dans des réunions où il fait chaud et où on est bien ensemble. Enfin, je dis ça peut-être par provocation. Moi, je suis de Nantes. J'ai un copain qui voulait venir sur Paris, par exemple. Il dit oui, ça bouge pas assez, moi j'ai envie d'aller sur Paris. Enfin, aussi en discutant, il s'est rendu compte aussi que finalement faire ça, aller se tenir chaud avec là où ça bougeait peut-être le plus, ça allait pas aider la grève à Nantes. Et ce qui était le mieux, c'était qu'il milite autour de lui et qu'il gagne des gars et qui avec la dizaine, la vingtaine qui sont les plus déterminés, qui continuent à construire cette grève. Localement, là où on est, on la dirige pas, c'est vrai, la grève. Enfin, en tout cas, moi je parle de Nantes. Mais on donne un ton et on discute politique et on discute de qu'est-ce qui serait le mieux et pourquoi on ferait ça. Pourquoi on va faire telle action ou pourquoi on va emmener les camarades là. On va pas les emmener dans des trucs où ils vont se faire, où ça mène dans le mur. Non, c'est une réflexion. Et tous ces militants qui sont pas des professionnels, mais qui sont militants de la grève, ils apprennent. Et ils disent, ouais, effectivement, si on fait ça, c'est mieux. Et en faisant ça, il faut que ça réussisse. Et c'est ça dans la tête de quand même beaucoup de gars, aujourd'hui, qui militaient pas hier, c'est que la grève, on ne connaît pas l'issue, mais en tout cas, quand on est en train de la mener, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait pour que ça réussisse et qu'on n'aille pas dans le mur. Et ça, c'est nouveau, et ça, c'est encore un plus à mettre au crédit de la grève et tous ces militants-là. Bonjour à tous, je suis Olivier, je suis cheminot aussi à l'ingénierie sur Paris-Est. Et je voulais vous faire part un peu de mon expérience justement par rapport à tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur notamment la mainmise de l'intersyndicale sur le mouvement et le fait qu'on n'arrive pas à déborder. Voilà, c'est quelque chose en tout cas sur... Attends, excuse-moi, je peux juste... Non, j'ai un petit coup. Merci. C'est quelque chose en fait qu'on subit depuis plusieurs années sur Paris-Est et là où on a dépassé un tout petit peu en tout cas ce contexte-là, c'était en 2016 où surtout la CGT avait un peu laissé le terrain complètement des assemblées générales de tout ce qui s'y passait et donc où on s'est organisé en comité de mobilisation. Et cette année, ce comité de mobilisation, autour d'une dizaine et une quinzaine de copains qui sont sur Paris-Est, on l'a refait vivre, on le réanime et il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et qui justement vont dans ce sens-là
de faire tâche d'huile, de chercher pas que des convergences, mais vraiment d'aller faire tâche d'huile en allant de façon systématique faire des tournées sur toute la région, en allant à le nombre que ce comité de mobilisation il regroupe des syndiqués, des non-syndiqués de la CGT et de Sud, de différents services aussi, donc de l'ingénierie, des mécanos, des gens qui sont des aiguilleurs, des gens qui sont à l'escale et qui prennent des initiatives pour aller aussi bien aller voir donc les autres collègues, les autres services, tous ensemble. Et ça a une autre portée vis-à-vis de ça, parce que finalement, en fait, c'est pas toujours les mêmes habitués que les collègues y voient, leurs délégués à eux, et donc ça donne un peu l'ambiance de ce qu'il faut faire. Et aussi, par rapport à la tâche d'huile, que je redis à chaque fois, justement, dans les AG, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi des initiatives vers l'extérieur, en organisant notamment évidemment les péages portes ouvertes. Donc, il y en aura une demain qui est organisée aussi par Paris-Est, où une vingtaine de Paris-Est et d'autres gares seront inscrits. Mais aussi on a fait un dépôt RATP où on a été tracté pendant 2 ou 3 heures et où on a été très bien reçu au début du mouvement. On a été dans les AG hospitaliers, on a été en lien avec les salariés du McDo qui sont en grève en face de Paris-Est, où nous on a été en solidarité avec eux parce qu'ils étaient en train de se faire éjecter. D'ailleurs aujourd'hui, je crois bien qu'ils ne peuvent plus rentrer pour faire leur piquet de grève. Et eux-mêmes, ils sont venus s'exprimer au sein de l'AG pour pouvoir justement expliquer comment ça se passait leur lutte et tout ça. Voilà, tout ça pour dire en fait, vis-à-vis de tout ça, que ce mouvement qui se crée là, toute cette ambiance qu'il y a là, c'est aussi avec l'expérience des luttes passées. C'est ce comité de mobilisation qui est en train de militer aujourd'hui et qui crie haut et fort dans l'AG que la grève elle appartient aux grévistes. Elle s'est faite avec le temps et que même si aujourd'hui, quelle que soit l'arrivée, en fait, là où on va atterrir en bout de course de cette grève-là, et ben cette expérience-là, pour les prochaines fois, et ben on pourra la refaire vivre. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, on va prendre la dernière intervention. Et voilà, comme il y a d'autres forums qui suivent, on va être obligé de libérer la place. Bonjour, moi je vais essayer d'être bref et de faire dans le général. Je suis un retraité, je regarde tous les jours les actualités et je peux vous dire qu'aujourd'hui les médias ça y va contre les cheminots. Ça y va, hein, ça y va. J'en ai même de la haine, moi. J'en arrivais à avoir de la haine. Bon, je ne veux pas me transformer en terroriste, c'est pas mon truc. Je vais vous dire, je vais faire un peu dans l'imagerie. Hein. Vous prenez une savonnette, elle sent bon, vous vous lavez les mains avec, et elle vous sert, elle est bien utile pour vous laver les mains. Tous les jours, vous en servez, elle diminue. Et aujourd'hui, voilà à quoi on est arrivé dans cette société. On a laissé glisser pendant des années ce libéralisme qui s'est infiltré dans les syndicats, dans les médias, partout, dans les entreprises, partout. Ce libéralisme qui s'est infiltré partout et qui a même pénétré la tête de certains travailleurs. Je n'ai pas peur de le dire, moi. Hein. Certains travailleurs qui se sont fait influencer par ça. Des gens qui sont pourtant très respectables et qui se sont fait avoir. Et aujourd'hui, tous ces acquis sociaux, aujourd'hui, on est en train, petit à petit, c'est en train de fondre comme de neige au soleil. Et depuis des années, on n'obtient plus rien en acquis social, plus rien du tout. Hein. C'est pas ces mirobolants, là, cette fameuse 35 heures qu'on nous a fait 3 avec la mère Aubry, là. Hein. Faut pas rêver. Hein. Mais quand on croit, mais il n'y a plus aucun acquis social, on est en train de glisser vers un libéralisme. Et si les gens, les travailleurs, les gens qui travaillent, qui bossent, qui payent le travail, comme disait ce monsieur tout à l'heure communiste, ne reconquièrent pas les acquis sociaux, ce n'est plus les défendre qu'il faut faire, c'est de nouveau en conquérir et se battre, même dans la violence s'il le faut. Merci. Encore une fois, désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, mais voilà, on a été victime du succès de ce forum. Moi, je voudrais juste, pour conclure, je voulais juste pour conclure dire que la détermination, elle reste importante dans cette grève, que les cheminots, ils veulent rien lâcher, on est bien d'accord, et que cette grève, elle est bien vivante.
qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout et on est déterminé à le faire. Ce mouvement qui se poursuit a eu un impact politique, plusieurs interventions nous l'ont dit, et il pose un gros problème au gouvernement car il dure, et c'est ça la vraie force dans cette grève. Son intérêt, c'est aussi qu'il remet en cause il remet en cause la domination du capital, bien évidemment, mais il remet en conscience l'ensemble de la classe ouvrière et j'ai complètement perdu ma phrase. L'intérêt de cette grève aujourd'hui, c'est qu'elle remet la mobilisation ouvrière au goût du jour. Et ça, c'est vraiment important. Dans la conscience de bien des travailleurs, la grève des cheminots montre qu'on peut relever la tête et se défendre. C'est un acquis important pour l'avenir. Cette grève, elle a une autre grande qualité. Elle n'est pas corporatiste, ça plusieurs camarades l'ont dit. Elle touche tous les salariés de la SNCF, quel que soit leur métier. Et elle a pour revendication la défense de ce qui devrait être un droit élémentaire de tous les travailleurs, un salaire et un emploi stable. La présence et l'accueil des travailleurs dans d'autres entreprises lors des AG ou des rassemblements de cheminots témoignent du caractère non corporatiste de la grève, comme en témoignent les démarches des grévistes vis-à-vis des autres entreprises. Quelle que soit l'issue de la grève, elle aura permis de développer la conscience d'appartenir à une même classe sociale, d'avoir des intérêts communs en tant que travailleurs et d'avoir à les défendre ensemble. Et cela aussi comptera pour l'avenir. Alors, il faut s'emparer de toutes les occasions que nous aurons de se réunir et en particulier la journée du 22 mai avec cette manifestation, bien évidemment nous serons, et où j'invite l'ensemble des cheminots et l'ensemble des salariés à participer à cette manifestation. Ce sera l'occasion pour nous d'exprimer notre conscience que c'est l'ensemble du monde du travail qui doit et peut réagir aux attaques du gouvernement. En tout cas, d'ici là, bonne fête et vive la grève.